Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur plus précisément sur tout ce qui est DDoS. Aujourd'hui, je vais être tel un châle de la fortune, mais un petit peu plus petit, l'animateur du webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jonathan Melançon, je suis directeur des ventes chez Fibre Noire Vidéotron. Euh, donc, aujourd'hui, vous apprêtez en fait à participer à un webinaire qui va porter sur les attaques DDoS. Je suis bien fier de vous présenter en fait, avec l'aide de Frédéric, que je vais vous présenter en quelques instants, ce webinaire-là. Ça s'imbrique un peu dans la grande stratégie des services gérés et de la sécurité informatique. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très, très, très captivant, puis c'est probablement une des raisons pour laquelle vous êtes venu aujourd'hui vous informer un peu sur cette nouvelle technologie-là, ou du moins sur ces attaques de DDoS-là. En fait, je termine la petite introduction, la petite présentation en vous disant que tout au long du webinaire, vous avez la chance de poser des questions dans les Q&A qui sont en bas là, de votre écran, donc les questions et réponses ou le chat directement. Je vais prendre vos questions tout au long de la rencontre, puis pour ceux qui ont déjà assisté à des webinaires dans le passé présentés par Fibre Noire, bien évidemment, je sais qu'il est 8 heures pour tout le monde, mais c'est drôlement plus intéressant et interactif en fait quand on a des questions du public. Donc, je vous invite grandement à poser vos questions ou vos commentaires. Puis, je me ferai un plaisir de les présenter soit tout au long de la présentation ou à la fin, selon à Frédéric. Donc, sur ce, j'ai déjà assez parlé. En fait, je vous présente Frédéric Ronze. Puis, Frédéric, je vais te laisser te présenter par toi-même, mais il sera votre présentateur pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci Joe. Bonjour à tous, Frédéric, je me présente, je suis architecte de solutions dans l'équipe de Fibre Noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je travaille dans l'équipe qui s'occupe de la gestion de produits et je suis responsable du portfolio de cybersécurité chez Fibre Noire. Puis, le portfolio de cybersécurité comprend notre offre de protection de DDoS. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est parler de DDoS de façon un peu plus générique, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière une attaque DDoS, pourquoi et puis qui sont les victimes potentielles, et puis comprendre un peu les mécanismes qui peuvent se permettre de se protéger de ce genre de menaces. Donc, comme vous l'a dit Jonathan, je vous invite à poser vos questions live dans le chat ou le Q&A, puis on va essayer de les prendre en live sur les sujets qu'on va parcourir. Donc surtout, n'hésitez pas. Puis à la fin, on aura une période de questions s'il reste des questions qui vous viennent après. Commençons par définir ce qu'est une attaque DDoS. Donc, DDoS, de l'anglais Distributed Denial of Service, en français, une attaque par déni de service distribué. C'est une attaque informatique qui a tout simplement pour but de rendre indisponible un service ou du moins d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser ou de l'utiliser proprement. Donc le principe est très simple, c'est de rendre un actif informatique indisponible pour son public cible. Je vais prendre une analogie toute simple pour ceux qui habitent à Montréal et qui ont vécu la canicule des dernières semaines. Si vous essayez d'aller à la piscine en ce moment, entre le monde qui cherche à se rafraîchir, plus les mesures de Covid-19, c'est déjà compliqué de faire rentrer tous les clients dans une piscine, hein, puis il y a souvent des files d'attente et beaucoup de gens refusés. Donc là, vous allez me dire, c'est pas une attaque DDoS, c'est un simple problème de capacité. Exact. Puis c'est beaucoup une question de capacité, les histoires de DDoS. Maintenant, si on imagine que dans ce contexte-là, il y a un petit malin qui se dit, hey, moi, je vais faire venir plein de gens dans les piscines en les leurrant, en leur disant, je sais pas, il y aura la ville de Montréal va distribuer des cafés frappés ou des limonades gratuites, il y a un concert gratuit qui s'en vient et qui rajoute des files d'attente dans la piscine. Ben, ça, c'est un DDoS orchestré. C'est quelqu'un qui a amené du trafic illégitime sous une fausse représentation à une destination cible pour la paralyser. Dans le monde informatique, qui peut être la cible d'une attaque DDoS? On va viser simplement les ressources qui constituent un écosystème informatique. Donc, ça peut être dans le monde des télécoms, des capacités de bande passante, ça peut être des serveurs web, des bases de données de l'applicatif. Ça peut aussi viser de l'infrastructure réseau, comme des firewalls, des routeurs. Et puis, en gros, tous ces éléments, ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont
une puissance de computing, une puissance de processeur, de mémoire vive et de ressources de calcul qui est limitée à un moment donné. Donc, si vous trouvez un moyen de la solliciter à plus que son 100%, c'est une façon d'arriver à vos fins et de paralyser une ressource. Donc, plus concrètement, ce qui va se passer, c'est que des attaquants, quand ils veulent faire une attaque DDoS, ils vont regarder des composants informatiques qui sont face au web, qui sont atteignables de l'Internet. C'est la base du DDoS parce que tout se passe à travers l'Internet, on va le voir après. Puis ils vont pouvoir aller cibler des ressources telles que des sites web, des applications web, des API qui sont disponibles publiquement, des serveurs DNS, des éléments qui participent à une infrastructure de Content Delivery Network. C'est comme des serveurs origines dans le monde du CDN, ou encore tout simplement s'attaquer à de l'infrastructure de centres de données et réseaux qui peut être exposé à l'Internet. Donc, les cibles sont variées. Puis on va voir aussi par la suite, les outils et les attaques sont variés. Des fois, il suffit de dériver des concepts très simples de la réseautique pour arriver à mettre sur pied une attaque DDoS. Si on comprend maintenant un peu mieux ce que c'est une attaque DDoS, qu'est-ce qu'elle cherche à faire, c'est-à-dire paralyser quelque chose pour le rendre inutilisable à ses utilisateurs légitimes, on voit qu'elle peut cibler beaucoup d'actifs diverses. Il y a un autre concept qui est très important à comprendre dans le monde du DDoS, parce que c'est souvent le levier numéro un, l'acteur numéro un qui va être utilisé pour perpétrer cette attaque-là, c'est le concept de botnet. Donc botnet, c'est contraction des mots robot et network. L'idée, c'est de se dire, pour faire une attaque DDoS, souvent, ça prend une force de frappe. Ça prend de se constituer un réseau qu'on va pouvoir utiliser pour aller attaquer une cible. Donc, les organisations cybercriminelles étant maintenant très organisées et structurées et très professionnelles dans leurs approches. Il y a des réseaux de botnets, je dirais, depuis facilement, qui sont connus depuis facilement les années 2010, qui vivent. Certains sont démantelés, certains vivent pendant de longues années. Et comment ils sont constitués, ces réseaux de botnets? Ben, souvent, ça commence toujours avec le même mécanisme. C'est de la distribution de malware sur des postes, ça peut être des laptops ou des desktops résidentiels, ça peut être des devices connectés utilisés dans le monde de l'IoT, ça peut être n'importe quoi qui a un processeur et qui est connecté à l'Internet. Puis ce malware-là, le but, c'est de convertir, c'est un malware de type cheval de Troie, donc qui va installer un programme sur une ressource, par exemple un laptop d'une famille, et qui va permettre de prendre le contrôle après à distance de ce laptop-là, dans le but de l'intégrer à un réseau de botnet et de pouvoir l'utiliser comme un point source d'une attaque DDoS. Donc ça permet de se constituer un réseau totalement illégitime, parce qu'avec du malware, on va utiliser des ressources de computing et le contrôle d'actifs informatiques qui ne nous appartiennent pas. Puis grâce à ce qu'on appelle un serveur de command and control, on peut manipuler un peu comme des marionnettes l'ensemble de ces ressources-là et les utiliser pour perpétrer des attaques DDoS. Donc historiquement, ces malwares-là, ces réseaux de botnets-là existent depuis très longtemps. Puis dernièrement, avec l'essor de l'IoT, des devices connectés, ben, il y a un énorme intérêt de constituer des réseaux de botnets parce qu'avec 75 milliards d'objets connectés à peu près prévus d'ici l'année prochaine, je crois, c'est une ressource extrêmement intéressante pour des cybercriminels qui cherchent à faire un botnet de grande ampleur. Là, il y a beaucoup de nœuds à les compromettre. Et en plus, c'est souvent des devices qui sont très mal protégés d'un point de vue sécurité parce que la sécurité par design là, ne fait souvent pas partie de la conception informatique de ces éléments-là qui sont souvent vus comme des devices faibles coût. Là. Mais ça a tendance à changer, je dirais, comme concept, mais l'IoT est quand même très intéressant pour les réseaux de botnet. Puis ça, quand vous êtes un cybercriminel, que vous avez ces réseaux-là, vous pouvez utiliser pour perpétrer des attaques, vous pouvez louer vos attaques et vous pouvez louer vos ressources. Donc, il faut savoir que dernièrement, il y a un service très populaire qu'on flague sous le nom de DDoS as a service. En gros, l'idée, c'est que vous avez des sites web, souvent plus accessibles sur le dark web, mais qui sont très bien faits, très bien marketés, qui vous proposent de louer des réseaux de botnet pour perpétrer du DDoS ou carrément de louer des attaques DDoS. Et ça peut être très accessible. Là. À partir de 20 $, vous pouvez avoir accès à des packages pour avoir accès à un botnet de petite ampleur pour un mois. Donc, imaginez un peu
un abonnement VPN particulier. Vous avez des packages mensuels avec des coûts récurrents assez faibles. Mais dans le monde du DDoS as a service, ça existe aussi, hein. Vous allez trouver ça souvent sous le nom de sites qui vous proposent des services de booter ou de stresseurs. En gros, ce qui se cache derrière, c'est souvent des outils pour perpétrer des attaques DDoS. Et les botnets qui sont accessibles, ça varie vachement. Je vais vous donner quelques exemples qui sont dans le top de tous les botnets pour vous montrer un peu l'amplitude de ça. Alors, il y a des botnets de toute envergure. Là, il y en a aussi des beaucoup plus petits. Mais dans les gros historiques, vous en avez un premier qui a fait pas mal parler de lui dans les dernières années, qui justement est un réseau qui utilise des devices IoT qui s'appelle Mirai. Celui-là, on estime qu'il existe depuis 2016 et qu'il est encore en vie, il n'a pas été démantelé, puis qu'il se base sur à peu près 560 000 devices infectés. 560 000, ça commence à faire, mais en fait, c'est loin d'être un des plus gros. Un des plus gros s'appelle Zeus, il existe depuis 2007. Donc ça, imaginez il y a eu plusieurs itérations là, mais un réseau clandestin qui vit juste sur du malware des chevaux de Troie, qui existe depuis 2007. Actuellement, les firmes de cybersécurité estiment qu'il y aurait au-dessus de 13 millions d'ordinateurs dans le monde infectés. Donc ça, quand vous commencez à monétiser ces puissances de frappe-là, c'est un business qui peut être très lucratif, le DDoS as a service. Qui sont les victimes maintenant potentielles? Donc, si on reprend la philosophie du DDoS, l'idée, c'est de se dire, s'il y a une ressource informatique qui est connectée à l'Internet, je vais être capable de communiquer de quoi avec elle et je vais pouvoir toujours, sur le principe, tenter de faire un DDoS dessus. Peu importe à quel point elle est bien patchée, peu importe à quel point il y a des mécanismes de sécurité qui sont à jour et puis bien mis en place en amont de la ressource au-dessus, là. On peut parler que ce soit qu'on parle de firewalling, de Web Application Firewall, d'antivirus, IDR sur un serveur au poste de travail. Le DDoS, ça ne va pas l'arrêter parce que justement, il se base sur un principe, beaucoup, c'est que le trafic qu'il envoie n'a rien d'un malware ou d'un trafic qui est flagué comme une attaque informatique. C'est du trafic qui est potentiellement 100% légitime, c'est des protocoles standards et qui cherche à rien faire de mal au serveur, sauf que souvent, il va être amené dans une volumétrie énorme qui va créer des problèmes sur la ressource qu'il vise. Donc, les victimes de ça, je dirais qu'il y a des victimes un peu flagship qui sont clairement à risque et pour la plupart, si jamais vous êtes dans dans ces verticaux-là, vous êtes probablement déjà sensibilisé à ce problème-là. Donc, tout ce qui est activité online de gaming, gambling ou aussi le mining, tout ce qui est lié directement à des services qu'on retrouve communément sur Internet comme le web hosting, les domain providers, des fournisseurs de téléphonie SIP, pour nos clients, écoles, universités, ce sont des gens aussi souvent très à risque. Très à risque, pourquoi? Parce que leurs adresses IP sont publiques, puis leurs adresses IP sont liées à l'activité souvent de beaucoup d'étudiants chez eux qui vont amener une certaine visibilité selon leur activité, selon ce qu'ils font. Ça peut être simplement du gaming sur Internet. Et puis, un joueur qui est pas content de s'être fait terrasser sur Call of Duty. Anecdote, mais ça arrive, là, des DDoS de gaming par vengeance. Le secteur, bien sûr, de la finance est une cible premium qui a vécu pas mal de DDoS. Et puis après, tout ce qui est lié à tout ce qui est gouvernemental. Donc, tout ce qui peut être attaché à un gouvernement, que ce soit une agence rattachée à un gouvernement provincial, fédéral, le monde municipal, les ministères, le monde de la santé. À partir du moment où vous avez une certaine visibilité, puis euh, qu'un attaquant peut trouver un motif à vous attaquer, vous êtes vraiment le target sensible, je dirais. Un dernier, les acteurs en cybersécurité se font toujours attaquer simplement pour tester leur défense et pour aller chercher de la réputation au niveau des attaquants ou des fois pour des raisons monétaires ou autres. Donc ça, je dirais, ces verticaux-là, c'est un peu inévitable de parler des DOS. Quand vous travaillez dans ces verticaux-là, ça fait probablement un bon 10-15 ans que tous ces verticaux-là sont sensibles à cette chose-là.
La différence, c'est que probablement le risque, la vraisemblance d'une attaque et le volume d'une attaque d'il y a 10 ans n'a rien à voir avec la vraisemblance et le risque actuel. Si je vais prendre un exemple, par exemple, dans le monde de la finance, on revient en 2012, il y a une attaque qui est fameuse en 2012, qui a une attaque DDoS qui a visé 6 banques américaines. Et à l'époque, c'était une attaque coordonnée, dynamique, qui a vraiment visé 6 banques américaines en même temps. Et puis, ça a utilisé un botnet qui s'appelait Brobot et qui, à l'époque, a généré dans ses meilleurs pics d'attaque 60 gigabits par seconde de trafic sur ces attaques DDoS. À l'époque, c'était énorme comme intelligence d'attaque et comme volume d'attaque. Actuellement, n'importe quelle attaque DDoS pourrait atteindre 60 gigs. C'est juste un petit peu au-dessus de la moyenne actuelle qui, je crois, qui mesurait à 20 ou 25 gigs. Mais on est loin d'être des attaques records d'aujourd'hui dont on parlera tout à l'heure. Puis pourquoi cette attaque-là était un petit peu a eu beaucoup de visibilité puis est restée dans l'historique? Parce que cette attaque-là, a été publiquement partagée et connue parce qu'elle a eu un impact majeur sur les 6 banques, elle a affecté énormément leurs services. Puis les enquêtes ont pointé du doigt une organisation palestinienne militaire comme étant potentiellement à l'origine de la source. Donc là, on avait une attaque qui était faite pour des raisons politiques, idéologiques, qui venait d'une structure étrangère, mais très professionnelle, militaire, et puis qui avait été ambitieuse dans son attaque et dans la façon dont elle l'avait orchestrée. Donc, c'est un peu le tournant où on a commencé à voir, mais oui, et puis ça, cette attaque-là, on en parle beaucoup parce qu'elle était publique, mais pensez qu'il y a beaucoup d'attaques qui ne sont jamais rendues publiques là. Donc, même les records dont on va parler, la question se pose à savoir si ces records-là n'ont pas été battus dans des attaques qui sont restées privées, hein, parce que tout n'est pas forcément partagé publiquement dans le monde de la cybersécurité, on le sait bien. Puis le DDoS ne fait pas exception. Donc, la morale, ces verticaux-là sont clairement sensibles à la question, mais il ne faut pas se limiter à ça parce que la morale, c'est qu'à partir du moment où vous êtes connecté à l'Internet, vous êtes exposé à ce genre d'attaque. Puis ce qu'on va voir après, c'est qui sont ces potentiels attaquants, puis c'est quoi leur motif. Puis vous allez voir qu'avec la variété de motifs et d'attaquants qu'il existe, il n'y a personne qui peut se protéger 100%, qui peut se considérer 100% non visable par ce genre d'attaque. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer le risque un petit peu et les impacts d'une telle attaque sur votre compagnie si ça se produisait. Donc, passons sur les motifs un peu pour mieux cerner qu'est-ce qui peut motiver un attaquant. Puis comment, moi, du point de vue de ma business, je peux évaluer un petit peu le risque qui se cache derrière le DDoS pour moi. Les motivations sont variées, on en a parlé un petit peu avec les exemples d'avant, mais il y a tout ce qui est idéologie, activisme. Maintenant, on voit de plus en plus utilisé dans tout ce qui est cyberguerre. C'est sûr que tout ce qui se passe entre les frontières sur des organisations d'État ou militaires, le DDoS, c'est un outil comme un autre. Donc, il n'y a pas de raison que le DDoS soit moins utilisé que le malware. Euh, Souvent, on va remarquer aussi que les attaques DDoS sont un bon moyen de faire diversion. Parce que souvent, une attaque DDoS massive qui va cibler une entreprise, ça monopolise les équipes IT, là. Même si on est protégé, qu'on réagit rapidement, ça amène une certaine inquiétude. Il y a un plan de DDoS à mettre en action et un suivi à faire sur les mesures de mitigation. Les attaques étant souvent dynamiques, ça se monitore de près, puis souvent ça va pas mal occuper l'équipe de cybersécurité. Donc, si vous aviez déjà un pied, par exemple, dans une base de données, puis que vous cherchez à faire de l'extraction de données, c'est un bel écran de fumée, disons, pour, euh, pour éviter peut-être que la cybersécurité traite d'autres alarmes prioritaires qui reviennent sur un système, par exemple, de data loss prevention ou autre chose puis ça peut être un bon moyen de profiter de ce timing-là pour extraire les données à l'externe en prenant le maximum de chances que cette transaction d'extraction aura moins de chances d'être interrompue parce que vous faites une diversion avec une attaque DDoS. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais le DDoS est quand même assez populaire dans tout ce qui est stratégie de diversion pour les attaques informatiques. Après, il y a tout ce qui peut se voir vengeance. Donc, ça, c'est le nombre d'exemples et de motivations en arrière peuvent être divers et variés. Ce qu'il faut voir, c'est que si vous mettez ça en parallèle des offres DDoS as a service sur Internet qui sont accessibles à des gens avec peu de connaissances en informatique, euh,
c'est assez facile d'imaginer même une PME ou un résidentiel. Si j'arrivais si mon voisin a une URL sensible ou que je connais l'adresse IP qu'il a actuellement sur son Internet, vous pouvez aller faire une attaque DDoS sur sa connexion Internet assez facilement. Ce que vous allez vous faire prendre si vous n'y connaissez rien, probablement, mais le mal sera déjà fait. Donc, les motifs de vengeance, ça peut être divers et varié de fait de l'accessibilité des outils de DDoS, là, ce qu'on appelle souvent dans le monde de cybersécurité tout ce qui est script kiddies. Donc, des gens qui ont des connaissances de base en informatique, mais qui sont surtout curieux et capables d'aller sur Internet, télécharger des scripts, des outils, et puis les faire rouler. Au pire, ils vont acheter une attaque DDoS à 30 dollars qui sera pas efficace, ou même le marchandise sera pas livré pour ceux sur quoi ils ont payé. Mais je veux dire, ces gens-là sont dangereux parce que le volume est vite majeur, là. Et dans le monde des écoles, ben, ça peut aussi arriver, là. Les attaques DDoS sur les écoles pour paralyser les examens ou pour une question de vengeance quelconque ou même de popularité ou pour tuer le temps, ça arrive fréquemment. Dans le monde du hacking, on arrive sur la même notion quand il s'agit de soit monter une réputation de hacker ou simplement aller tester des nouvelles attaques ou tester des nouveaux scripts. Et avant de le tester sur votre cible, probablement que vous allez vouloir le tester sur des cibles lambda. Donc, ça peut arriver qu'une URL ou des adresses IP totalement aléatoires soit prise pour cible par des attaques DDoS, tout simplement pour aller tester un peu des patterns d'attaque qu'on veut après aller répliquer. Enfin, dernière raison pour laquelle les attaques DDoS arrivent, et c'est pas à négliger, c'est tout ce qui peut être accident ou erreur de configuration. Et il y a quand même pas mal d'équipes IT qui ont déjà vécu des DDoS qui étaient créés purement par des erreurs internes. Je regardais des statistiques de Netscope qui datent de 2020 et dans les motivations et les causes des attaques DDoS recensées dans leur écosystème et chez leurs clients, qui sont quand même un leader dans ce genre de solution de protection DDoS. Ils estimaient que ça représentait 40 à 45 des causes de DDoS, ce qui est quand même énormissime. Donc, si on regarde toutes ces diverses motivations, il y en a une autre énorme qui est monétaire, dont on va parler juste après. Mais si vous mettez avec ça que pour quelques dizaines de dollars, avec quelques connaissances informatiques, un tout petit peu de connaissances informatiques, vous pouvez louer un petit réseau de bots. Vous pouvez aller télécharger des scripts Python sur GitHub qui vous donnent des scripts tout faits de DDoS. Vous avez juste à changer l'URL destination ou l'IP cible. Les risques sont présents. Les risques d'avoir une attaque plus professionnelle, orchestrée, et qui veulent, pour des motifs sérieux, paralyser votre organisation, c'est plus dur à dire. Mais les risques de subir une attaque lambda existent réellement. Donc, dans les motivations, on a une qu'on avait laissée de côté, qui est quand même majeure, c'est l'objectif monétaire des attaquants. Donc là, souvent, on parle de groupes très organisés de cybercriminels qui sont organisés comme des business, puis qui ont un objectif financier très clair en arrière de ça. Un DDoS, ça peut être un moyen, exactement comme le ransomware, d'aller paralyser les activités en partie de l'entreprise et puis de faire une demande de rançon pour arrêter les attaques. Ça peut être, ça s'est déjà vu, en tout cas, ça a été déjà soupçonné, des entreprises compétitrices qui lancent des attaques DDoS pour faire du mal à la compétition. Et puis, ça peut même être des schémas d'affecter l'action en bourse. Amazon l'a vécu il y a plusieurs années déjà avec une chute, je crois, de 10% suite à une attaque DDoS de son action dans la journée même. Donc, il est possible de monétiser ça assez facilement. Mais si on remonte la probabilité la plus forte, pourquoi le DDoS et pourquoi tous ces services existent, le DDoS as a service, tous ces scripts, je dirais tous ces services professionnels en hacking, parce que c'est très payant. Puis à partir du moment où vous automatisez ça, puis que vous êtes structuré en arrière, il y a une étude qui a été faite en 2015 par une firme de cybersécurité. C'est dur de savoir vraiment l'argent qui est généré par ça, mais elle s'est basée sur des métriques qu'elle avait récupérées, puis sur une hypothèse super conservatrice, puis vous allez voir que les revenus peuvent être assez énormes. Donc, c'est une étude qu'ils ont fait en 2015 sur le dark web, puis regardaient qu'à peu près le taux en dollars US d'une attaque DDoS louée en mode as a service, c'est à peu près 25 dollars par heure. Alors, c'est sûr, on ne parle pas de grosses attaques à ce prix-là, mais c'est la majorité de ce qu'ils doivent vendre sur ce type de plateforme. Et que sur ces 25 dollars, en marge brute,
les gens qui étaient en arrière de ça, ils arrivaient à peu près à retirer 18 $ de l'heure par attaque vendue. Donc, ils se sont dit, si je prends ça et je mets ça en corrélation avec nos statistiques en 2015, où on estime que les trois organisations top dans le DDoS as a service avaient probablement été à l'origine d'environ 600 000 attaques dans l'année. Si ces 600 000 attaques ont été faites pendant seulement une heure, ça vous amène à un profit déjà de 10,8 millions de dollars pour l'année. Et ça, c'est seulement une heure. Donc, vous imaginez le potentiel qu'il y a. C'est énorme comme revenu. Et c'est des choses qui sont entièrement scriptées, automatisées et qui utilisent des botnets existants. Donc, en gros, c'est aller louer des botnets illicites avec des outils d'attaque et les profits rentrent assez rapidement si vous scalez à l'échelle mondiale. Un autre exemple, Mirai, le botnet IoT assez connu. Si vous voulez louer 50 000 bots, les données seraient qu'actuellement, ça vous coûte pour 2 semaines entre 3 000 à 4 000 $ US l'allocation de cette ressource-là. Et vous pouvez injecter votre serveur avec votre script et bâtir vos propres attaques et utiliser ces 50 000 nœuds réseau pour être la source des attaques. Donc, c'est une business à part entière. C'est un peu la morale. Les conséquences d'une attaque. Euh, c'est assez simple. L'attaque peut avoir beaucoup de choses, puis je vais vous présenter quelques exemples concrets après parce que c'est tellement varié. C'est beaucoup la créativité de l'attaquant qui va dicter les conséquences, puis l'arrêté de votre écosystème. Le premier, souvent, ça va être un ralentissement d'une ressource comme un ralentissement du réseau. Ça peut être, par exemple, paralyser votre ressource de firewall ou paralyser tout simplement votre bande passante Internet en centre de données, ce qui fait qu'elle est plus du tout capable de traiter le trafic Internet et que la plupart du trafic Internet est droppé en amont. Parce que, imaginons que vous avez un service Internet 1 gig ou 10 gigabits par seconde, puis vous allez recevoir 60 gigs de trafic pêle-mêle. Puis là, vous ne savez pas ce qui est trafic légitime versus trafic illégitime. Votre Internet est entièrement paralysé. Vous avez 90% des paquets qui sont droppés avant même de rentrer chez vous sur votre firewall, sur vos serveurs, etc. Donc, on va mettre ça dans la catégorie ralentissement du réseau. Bien sûr, il y a tout ce qui est attaque qui va cibler des sites web, des bases de données utilisées pour des sites web ou carrément n'importe quelle plateforme applicative d'une entreprise qui est accessible par Internet. Puis avec l'essor du cloud, puis des instances dédiées par exemple chez AWS ou Azure, mais entièrement accessibles sur Internet, mais la menace est réelle. Donc le but, à la fin de la journée, ça va être de paralyser certaines ressources. Donc ça peut paralyser ou nuire à votre présence en ligne, à votre commerce en ligne, à votre capacité à donner du service sur votre portail web à vos clients, à votre capacité à opérer globalement avec vos employés, tout simplement. Si vous avez des serveurs qui sont paralysés ou quoi que ce soit, il y a peut-être une portion d'activité que vos employés ne pourront plus faire. Et puis enfin, quand c'est des attaques qui vont paralyser aussi des sites web, par exemple, publics, ben, c'est une perte de réputation. Là. C'est que vous avez un site web qui peut tomber pendant 1 heure, 2 jours, 2 semaines. Et avec toutes les nuisances précitées monétaires et puis manque de service pour les clients, mais aussi la réputation qui prend un hit, raison pour laquelle toutes ces attaques ne sont d'ailleurs pas toujours partagées. Quelques exemples au niveau. On peut imaginer une compagnie qui a des opérations manufacturières qui dépendent de systèmes informatiques. Vous allez me dire souvent, il y a une certaine autonomie là-dessus, puis c'est pas si dépendant que ça de choses qui se passent par Internet. C'est vrai. Mais des fois, ça vaut la peine d'imaginer une attaque DDoS qui va durer 1 semaine ou un mois, parce que ça peut arriver. Souvent, ça va et vient. C'est plus ou moins dynamique. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur une chaîne de montage ou autre? Donc, des fois, ça peut être vicieux les attaques DDoS, ça peut même toucher ce type de service-là. Bien sûr, il y a un autre exemple, une autre catégorie qui est beaucoup plus simple à cerner, c'est tout ce qui est entreprise qui repose beaucoup sur des services nuagiques, notamment dans le contexte du télétravail. Euh, si vous avez des connexions, soit de télétravailleurs qui sont ramenés dans un centre de données chez vous et que votre connexion Internet ou le serveur, le concentrateur VPN ou n'importe quel firewall utilisé là-dedans est paralysé, ça va affecter énormément vos télétravailleurs. Puis la même chose est vraie dans un environnement nuagique.
Donc, je propose maintenant qu'on regarde un peu plus les attaques, à quoi ça peut ressembler, c'est quoi la philosophie en arrière. Et puis, je vais prendre quelques exemples simples, un peu historiques, mais qui sont toujours d'actualité parce que ce qu'on va voir, c'est que les attaques actuellement, elles sont dynamiques là. Elles ne vont pas utiliser un seul vecteur d'attaque, le faire pendant 5 minutes, voir si ça marche. Souvent, elles vont mener plusieurs attaques de front dynamiquement, puis elles vont adapter les attaques selon la réaction du client. Parce qu'une attaque d'IDOS, peu importe la reconnaissance qui a été faite en amont par le cybercriminel, il y a souvent un bon ratio d'essai-erreur là. Puis vous avez des bons couteaux suisses pour vous essayer de jauger un peu les résultats, puis adapter votre attaque selon comment l'entreprise et l'infrastructure réagissent en face de vous. D'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'il y a des étapes de reconnaissance. Puis on a des clients qui s'inquiètent d'attaques d'IDOS de petite ampleur, qui des fois ne sont pas vues parce qu'elles n'ont pas d'impact, mais qui sont purement des attaques de reconnaissance pour voir quels sont les mécanismes de protection en place dans l'entreprise. Donc, quelle forme elles peuvent prendre une attaque DDoS? Donc, on parlait aller faire une surcharge sur un serveur, un firewall, n'importe quelle ressource, pour que ça soit plus capable de traiter les requêtes légitimes, aller faire une congestion de la bande passante, aller cibler une application cible. Le but est toujours d'amener une paralysie, une congestion au niveau d'une ou plusieurs ressources. Une attaque DDoS un peu plus vicieuse, mais un peu plus moderne aussi, va non seulement faire plusieurs attaques sur une cible, mais va aussi développer plusieurs cibles, soit dans le temps, soit en même temps. Une fois que tout est scripté, là, vous pouvez lancer une attaque différente vers une cible différente aux 30 secondes. Donc, si vous voulez faire paniquer une équipe IT, là, c'est parfait. Des exemples d'attaques. Pour démystifier un petit peu ça, je vais vous prendre 3 exemples d'attaques qui sont un peu historiques, qui sont, je pense, assez simples à comprendre. N'hésitez pas à poser des questions. C'est un chouïa technique, mais je vais essayer de donner une lecture aussi au niveau. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat s'il y a des choses qui vous paraissent incompréhensibles, si vous avez des questions là-dessus. La première, qui est une des plus vieilles attaques, s'appelle le ping flood. Ça, c'est simple, mais ça représente bien souvent la philosophie qui se cache derrière une attaque DDoS. Le ping flood, ça se base sur des requêtes ping. Donc, les requêtes ping, je pense, sur la ligne, il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui connaissent le protocole ICMP puis le ping. Mais globalement, ça sert à quoi? Ça sert à tester la connectivité entre deux ordinateurs sur un réseau. Donc sur les internets, c'est applicable aussi. Un ordinateur A ping un ordinateur B. Le but, c'est de se dire, hey, est-ce que j'arrive à te joindre? Est-ce que tu es en vie? Puis, dans combien de temps on arrive à s'échanger un paquet IP? Donc, c'est un outil de base des réseaux et de l'Internet, simplement pour tester une connectivité entre un nœud réseau A et un nœud réseau B. Euh, Maintenant, à l'origine des DDoS, il y en a qui se sont dit, ah ben ça c'est parfait, donc ça c'est entièrement légitime comme trafic, il y en a tout le temps sur tout réseau informatique, c'est le couteau suisse numéro 1 des admins réseau historiquement. Euh, Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'en envoyer 10 ou 100 des requêtes ICMP, des pings vers un serveur, j'en envoie 1000, puis 100 000, puis 500 000. Ben là, vous avez un ping flood. Puis là, vous avez différentes choses qui se sont produites historiquement. Ben, les OS n'étaient pas prévus pour ça au début, quand cette attaque-là est sortie au tout début. Puis vous avez des OS qui ont simplement totalement gelé parce qu'ils n'étaient pas capables, ils n'avaient jamais prévu dans leur code. Ce n'était pas un problème de ressources de l'ordinateur, du serveur en tant que tel, de traiter le ping. C'est juste que l'OS était pas capable de traiter ça là, puis ça a amené un bug total sur l'OS. Donc ça, c'est un premier effet que peut avoir ce type d'attaque. Puis sinon, c'est de scaler assez haut en volume pour simplement que le serveur soit entièrement floodé de requêtes et puis soit plus capable de les traiter. Donc, le serveur en tant que tel, toutes ces requêtes-là sont légitimes. Il ne peut pas se dire, bah, ça, c'est du malware ou quoi que ça. Non, c'est du ping. C'est du ping, ça vient de plein d'endroits sur l'Internet ou sur mon réseau. Au passage, les endroits qui doivent venir sont peut-être pas les endroits de l'attaquant. Là, ils passent par des intermédiaires où il change l'adresse IP source pour faire croire qu'il est quelqu'un d'autre. Et il ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Il n'est pas capable de faire la différence entre du trafic légitime ou illégitime. Donc ça, c'est un exemple très simple, mais souvent, c'est ça le leader, c'est prendre quelque chose qui est entièrement légitime, qui est utilisé partout en informatique, puis c'est juste soit aller changer une petite chose dedans ou le pousser à une volumétrie déraisonnable qui va aller chercher des conséquences. Un deuxième exemple qui est un petit peu dans la même veine, le SYN flood. Donc là, dans le monde de l'Internet,
on entend beaucoup parler du protocole TCP/IP. Donc, le SyncFloat, ça va utiliser un des mécanismes de base du protocole TCP. Donc, TCP, c'est utilisé pas mal sur tout ce qui est transmission de données sur un réseau informatique. TCP, c'est un protocole qui commence toujours avec le même mécanisme. On me dit souvent c'est un protocole poly, dans le sens que vous avez deux ressources informatiques qui veulent faire un échange de données en utilisant ce protocole TCP. Ils vont commencer par ce qu'on appelle le three-way handshake. Donc, c'est un serrage de main entre les deux parties pour se dire bonjour, moi je suis l'ordinateur A, je t'envoie une requête de synchronisation qu'on appelle une requête SYND. Pour te serrer la main, toi tu me resserres la main en réponse, qu'on appelle un SYN hack. Et puis moi je dis ah merci de m'avoir serré la main, on peut commencer un échange maintenant, on se connaît. L'idée encore une fois, c'est de viser un serveur et puis de lui envoyer ces demandes de SYN pour commencer un échange TCP, mais simplement lui envoyer la main pour dire hey, serre-moi la main, il me serre la main, mais je lui réponds jamais en disant hey, je suis prêt à démarrer l'échange. Donc là, on est en train un peu de mettre une personne au milieu de la pièce avec plein de gens qui veulent lui serrer la main et il ne sait plus où donner de la tête. Et ce qui se passe, c'est qu'un serveur, quand il est ça, mais lui, il est en attente du troisième step qui s'appelle le SYN hack du client et la connexion est suspendue pendant ce temps-là. Donc rapidement, ça peut paralyser un serveur assez facilement, ce type d'attaque, et c'est encore une attaque qui est totalement utilisée aujourd'hui. Parce que le serveur, lui, il ne peut pas fermer la connexion qui a été initiée. Il y a un temps avant qu'il soit capable d'envoyer ce qu'on appelle un paquet reset au client pour dire bon, ben là, j'ai plus de nouvelles, j'arrête ça, on drop l'échange et on oublie le serrage de main. Donc ça, si on le fait au volume, on peut paralyser vraiment un serveur avec ce simple mécanisme. Puis encore une fois, la seule différence, c'est le volume dans lequel ces requêtes SYN sont envoyées, puis qu'elles peuvent arriver de partout sur la planète vers un serveur web. Donc pour le serveur, c'est très dur de se dire cette requête-là est légitime versus celle-là ne l'est pas. Tout ce qui voit comme différence, c'est une IP source qui peut être éventuellement suspicieuse. Donc souvent, on ne va pas demander au serveur de faire ce tri-là, on va le faire en amont. Dernier exemple, on monte encore d'un niveau dans la stack OSI, HTTP et Flood. Donc, l'idée est un peu identique. Cette fois, on va utiliser des requêtes au niveau HTTP avec des scripts. On va viser des URL précises et puis on va envoyer beaucoup de requêtes HTTP. Donc, ça peut être des requêtes simplement de GET pour viser un serveur puis dire hey, HTTP GET, envoie-moi telle ou telle info, envoie-moi telle ou telle page. Ou un peu plus vicieux, des HTTP POST où là, on va utiliser par exemple un serveur web qui a des formulaires. Souvent, ces formulaires, par exemple, vont être exportés vers une base de données pour les traiter, pour les stocker. Ça, c'est plus intensif d'un point de vue computing qu'un simple get HTTP pour aller charger une page web et puis récupérer du texte et des images, par exemple. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça, si vous le scriptez, que vous le faites à fort moyen, c'est un bon volume d'envoyer une requête HTTP qui, en plus, va solliciter un traitement en arrière vers une base de données. Vous pouvez commencer à inonder un serveur et sa base de données avec ça, avec des requêtes entièrement bidons, entièrement forgées. Le but, c'est que la capacité de ce serveur ne soit pas disponible pour les clients et les utilisateurs qui, eux, ont besoin de remplir ce formulaire et de le poster. Je fais une petite pause de quelques secondes. S'il y a des questions, là-dessus sur le chat, n'hésitez pas. Si tout est beau, sinon je vais continuer. En fait, pour l'instant, Oui, Fred, j'ai une question qui vient oui. du chat. Si, par exemple, en fait, je vis un ralentissement de service là, suite en fait, au quotidien dans mon bureau, mais je ne suis pas 100% paralysé. Donc, simplement un ralentissement de service. Est-ce que comment on fait pour savoir si c'est une attaque DDoS ou un trouble d'équipement ou autre? Alors, l'attaque DDoS, elle n'est pas forcément simple à identifier s'il n'y a pas de système d'analyse du trafic entrant Internet. Parce que si vous prenez juste un serveur qui mouline ou une bande passante sur lequel vous avez un pic d'utilisation, un pic de trafic entrant, vous allez pouvoir regarder le delta par rapport à vos stats de CPU, process mémoire vive. On a sur le serveur pour le comparer à votre baseline, vous allez pouvoir comparer votre baseline Internet, mais de base, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe derrière. Donc, du côté applicatif, vous pouvez creuser, sauf que souvent, c'est pas si simple, surtout si c'est une attaque de reconnaissance qui va aller reconnaître
plusieurs ressources chez vous, puis tenter à frapper à la porte de plusieurs ressources. Donc souvent, les attaques de reconnaissance ou de faible volume passent inaperçues tant qu'elles n'ont pas d'impact et qu'on n'a pas une ressource qui est down ou des gens qui commencent à appeler qui ne sont pas capables de faire ci ou ça, de se connecter. Vous pouvez commencer à le voir quand vous avez des engins d'analyse de trafic qui vous lèvent des flags par rapport à des patterns de trafic anormaux ou à des signatures de trafic qui correspondent aux attaques DDoS. Donc, vous avez une analyse comportementale ou par signature. Puis là, on a ton baseline de trafic dans la dernière année pour des requêtes DNS, c'est à peu près tant. Il y a des pics de temps. On peut aussi le paramétrer. Puis on a aussi des signatures sur des attaques DDoS par pattern, par IP source, parce qu'on connaît des botnets. Donc ça peut se faire à différents endroits, ça avec des engins de protection DDoS. Soit certains firewalls permettent de faire aussi certains alarmes et qui peuvent être utiles pour la détection. Mais globalement, en gros, le monitoring du DDoS, si on n'a pas de mécanisme en place qui vise précisément à faire ça, c'est difficile à le dire quand c'est des DDoS de repérage ou des DDoS simplement qui échouent, là, je dirais amateurs, là, parce que ça peut passer totalement inaperçu l'impact sur une application ou une infrastructure réseau. Merci pour la réponse. J'en profite pour vous dire que si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat ou puis je vais pouvoir les redistribuer à Frédéric un peu plus tard. Donc, Fred, je te laisse la parole. Oui. Alors, le prochain sujet, on va parler d'attaque record. Donc, on va commencer avec un petit quiz pour mettre la table. Parmi les 3 gros logos qu'on a sur l'écran, je vais vous demander de voter pour celle que vous pensez constitue la plus grosse attaque d'IDOS en date de, je dirais, fin 2020, parce que 2021, je ne suis pas sûr qu'on ait encore toutes les données. Donc, fin 2020. Je vais envoyer le sondage. Hop. Donc, on a eu 58% des gens qui ont voté Amazon, qui est la bonne réponse. Je vais en reparler après. 20% GitHub et 22% eBay. Alors, eBay n'est plus dans les tableaux records, en tout cas dans ceux. N'oubliez pas qu'on parle d'attaques qui ont été rendues publiques là. Donc, il y a toujours la vraie attaque record, le point d'interrogation se pose quand même. Par contre, eBay, il y a une petite anecdote parce que le DDoS, c'est pas nouveau comme problème. Puis eBay est probablement l'une des grosses firmes informatiques en avoir fait l'effet en premier si on remonte en 2000. Il y a une des premières attaques DDoS d'envergure qui a ciblé eBay en l'an 2000 ainsi que CNN, Dell, je crois Yahoo. Et c'était une première, là, puis ça a même forcé des lois aux US sur la cybercriminalité qui n'existaient pas à l'époque. Donc en l'an 2000, il y a un hacker qui s'appelait Mafia Boy qui s'est révélé être, être un adolescent de 15 ans qui a lancé une attaque contre eBay, CNN et Yahoo, comme je vous disais, en mode DDoS. Et ce qu'il avait fait, c'était quand même très smart, il avait réussi à compromettre plusieurs serveurs d'université et il avait utilisé ces serveurs d'université euh, comme source de l'attaque DDoS qu'il a lancée vers toutes ces compagnies. Donc, en l'an 2000, ça existait déjà, puis ça avait été fait illégalement en plus à la base de serveurs universitaires. La bonne réponse était Amazon. Je vais voir si mon... Ah, excusez, je peux partager les résultats. Fermer le sondage, excusez-moi. Oups. Alors, la réponse. La réponse pour AWS, oui, vous avez raison. En 2020, AWS a partagé publiquement qu'ils avaient reçu une attaque qu'ils estimaient être la plus grosse qu'ils aient reçue à ce jour et qui se retrouve être la plus grosse recensée publiquement aussi par les firmes de cybersécurité. Le client spécifique, ils n'ont pas dit qui c'était, mais c'était un de leurs clients qui utilise leur service AWS. Donc, a priori, ce n'était pas Amazon en tant que tel qui était visé, mais un sous-client d'Amazon. Et c'était une attaque qui s'est faite à base de protocole CLDAP, qui est comme le successeur du protocole LDAP, donc avec des requêtes d'annuaire. C'est une attaque qui a quand même duré 3 jours. Donc, souvent, quand on dit 3 jours en DDoS, c'est pas 3 jours intenses à 2,3 terabits par seconde. Là, c'est des pics et puis des attaques très dynamiques. Donc, le pic était de 2,3 terabits par seconde. Puis, pensez-y bien,
2,3 terabits par seconde, ce chiffre-là est astronomique. Alors, la cible astronomique, on parle d'un AWS, c'est clairement hors norme comme attaque. Je vous disais, la moyenne des attaques recensées en 2020, je crois, tournait autour de 25 gigabits par seconde, si on fait la moyenne. On est très loin de ces chiffres records-là. Et Amazon, je ne pense pas qu'ils aient publié les détails, mais Amazon, dans son service AWS, son service cloud, a un mécanisme de protection qui s'appelle AWS Shield, qui a été utilisé pour mitiguer l'attaque à cette époque. Le troisième choix, en fait, qui était GitHub, se classe quand même bien dans les attaques records. Donc, GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été racheté par Microsoft, je crois, il y a quelques années. GitHub, c'est un site, une plateforme pour poster du code, partager. C'est une plateforme en gros de collaboration pour des développeurs informatiques, là. Vous pouvez poster du code, vous pouvez télécharger du code. Il y a des projets de développement collaboratif qui sont comme ça, itératifs. C'est une mine d'or pour pour les scripts kiddies en général, parce que vous avez plein de scripts, de code qui sont postés là-dessus. Comme je disais, vous pouvez récupérer tout n'importe quoi, dont du code qui peut servir dans des outils de hacking. GitHub a été intéressant. Ils ont reçu une attaque qui était quand même importante, 1,3 terabits par seconde en 2018. Donc, si vous regardez 2018, à chaque fois que je vous donne des exemples, plus vous reculez dans le temps, plus vous allez voir que l'amplitude des attaques en termes de bande passante est plus faible. Là, on est rendu avec la taille des botnets, l'empreinte mondiale et puis souvent l'organisation très, très pro des cybercriminels en arrière de ça. On est rendu à de la frappe nucléaire, je dirais, dans le monde du DDoS pour les attaques records en tout cas. Mais 1,3 terabits par seconde, c'est quand même énorme. Et surtout, ce qui était très smart avec cette attaque, c'est que c'est une attaque qu'on appelle par amplification. Donc, GitHub s'est fait attaquer ses serveurs web avec 1,3 terabits par seconde de trafic total, de trafic pic sur les moments les plus intenses de l'attaque. Mais les attaquants n'ont pas du tout initié 1,3 terabits par seconde depuis leur réseau de botnet. En fait, c'est une attaque qui peut se faire avec un réseau de botnet insignifiant, voire sans réseau de botnet à proprement dit, puisque c'est une attaque par amplification qu'ils ont utilisée. C'est une attaque qui se base sur un système qui est super utilisé historiquement chez Facebook, qui est un système de caching pour les serveurs web, entre la serveur web et les bases de données, qui s'appelle Memcached. Donc ça, ce système de caching, et pas utilisé directement normalement par un utilisateur, un client Internet, mais utilisé par un serveur web pour accélérer l'accès à un contenu en base de données. Donc, Facebook probablement a été un des premiers à l'utiliser à énorme échelle pour accélérer la disponibilité des données, d'affichage des pages, le traitement des données des utilisateurs, etc. Mais système de caching, ça veut dire que c'est super intéressant parce que vous pouvez envoyer une requête à ces serveurs, même cached, une requête qui va faire seulement 15 octets. Je vais lui demander de vous envoyer des données qui vont faire des kilos ou des mégaoctets en retour, puisque c'est du caching. Donc, vous envoyez une simple requête en lui demandant hey, envoie-moi telle donnée, envoie-moi telle et telle donnée. Donc, normalement, le but de ces serveurs-là, ce n'est pas de répondre à des clients sur le web, c'est de répondre à des serveurs web. Sauf qu'ils sont exposés sur Internet de par leur nature, puis ils n'étaient pas protégés historiquement en tout cas. Personne n'avait jamais pensé à ce détour-là. GitHub, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des attaquants qui ont sollicité un pool de serveurs, même cached, qu'ils avaient identifié à travers le web. Et dans l'envoi de leur requête, ils ont ce qu'on appelle spoofé leur adresse IP source. Donc, ils ont remplacé l'adresse IP source de l'attaquant par l'adresse IP des serveurs de GitHub. Donc, ces serveurs même cached se sont fait envoyer hey, envoie-moi du data. Et puis, il dit OK, je l'envoie à qui? Ah, ben, je l'envoie à l'adresse IP source. Donc, l'adresse IP source, c'est GitHub. Et ils ont floudé GitHub de contenu. Et là, le facteur d'amplification qui est estimé, c'est à peu près 50 000. C'est-à-dire que pour un octet envoyé, vous pouvez faire recevoir à GitHub à peu près 50 000 octets. Donc, c'est super intéressant parce que vous avez un tout petit volume de données en entrée qui ne prend pas beaucoup de ressources pour attaquer. Puis, vous allez utiliser cette amplification avec un écosystème naturel sur Internet et envoyer tout ça à GitHub. Donc, il y a Cédric, beaucoup d'attaques. Oui.
J'en profite. En fait, il y a deux questions qui sont arrivées sur le Oui, chat. Donc, en fait, la première qui fait probablement référence à la question précédente que je t'ai envoyée, donc qui était sur le fameux trouble, est-ce que je peux identifier, est-ce que c'est une attaque de DOS ou un problème d'équipement, par exemple. Donc, la question, c'est de dire, est-ce que la première étape à faire en tant que bonne pratique d'affaires serait de tout d'abord surveiller le trafic de mon lien Internet, par exemple, puis par la suite, ça va me permettre d'identifier les problèmes. comme chose de base et comportement par défaut, je dirais oui. Avoir un baselining de son trafic, c'est un petit peu la base. Si on va être capable de creuser sur des patterns qui pourraient être anormaux, qui seront probablement dans beaucoup de cas 100% légitimes, là, mais puis surtout, surtout sur le trafic entrant, là. Parfait. Deuxième question, c'est est-ce que une attaque DDoS peut toucher peu importe le type de client, donc peu importe la façon que mon infrastructure est bâtie. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'infrastructure peut autant me toucher si j'ai est-ce qu'une attaque DDoS peut toucher autant si j'ai une infrastructure on-prem que cloud-based? Oui. Alors, le principe de base, c'est de se poser la question, est-ce que c'est une ressource, une infrastructure qui est exposée d'une façon ou d'une autre à Internet? Si vous êtes entièrement coupé du monde, si vous êtes un laboratoire militaire sans connexion Internet, il n'y a pas de problème de DDoS. À partir du moment où vous êtes connecté au web, que ce soit dans un nuage public, dans votre centre de données ou même sur des infrastructures on-prem dans vos bureaux, vous êtes une cible DDoS là. Si je suis capable d'accéder à quelque chose sur une IP publique connectée à Internet, vous êtes connecté à des millions de botnets potentiels. Super, merci. Puis je vois le temps qui file. Il nous reste environ Ouais, 5 minutes pour bon point. conclure le webinaire. Donc, je te laisse pour la prochaine question. Donc, GitHub, petite parenthèse, le pic de trafic de 1.35, ça a duré pendant 8 minutes. Puis il y a eu des on and off et GitHub a réussi à se protéger à peu près adéquatement parce qu'ils avaient en place un mécanisme qu'on appelle le scrubbing, un centre de scrubbing, un centre de nettoyage DDoS qui monitore ce trafic et qui peut permettre un nettoyage et un fil du trafic. Donc, ils utilisaient un service nuagique, ils ont rerouté tout leur trafic et ils estiment à peu près 10 minutes, ils ont été capables de mitiger entièrement l'attaque, qui était quand même une attaque d'amplitude et je dirais millimétrée. Je vais accélérer un petit peu. On avait une autre question. Les attaques sont-elles courantes? Euh, oui, ce qu'il faut voir, c'est les chiffres. Le nombre d'attaques recensées sur le web par les firmes de cybersécurité augmente d'année en année. On voit un 20% entre 2019 et 2020. Puis c'est ça, ça augmente de 10 à 20% d'année en année depuis 10 ans. Donc actuellement, on a franchi le cap des 10 millions d'attaques des DOS qui ont été recensées sur le net en 2020. Un autre quiz, mais vu qu'on manque de temps, je vais peut-être le passer pour vous donner directement la réponse. Combien de temps peut durer une attaque DDoS? On vient de le voir un peu avec les exemples d'avant. Ça peut être très, très varié. On va souvent voir du on and off pour des périodes assez longues quand c'est des attaques qui sont, je dirais, orchestrées puis professionnelles. Euh, les attaques peuvent durer 1 heure, mais ça peut aller jusqu'à une journée ou même un mois ou plus. Puis souvent, vous allez avoir du on and off. C'est que vous allez avoir une attaque d'1 heure, puis qui va reprendre 5 heures après, ou qui va reprendre le lendemain. Vous allez avoir une attaque qui va durer 8 heures, etc., etc. Puis il y a différentes amplitudes, puis avec différents vecteurs d'attaque. Donc, une fois que vous êtes identifié vraiment comme cible par un attaquant un peu sérieux, il s'essaye là. C'est un peu le bombardage, c'est un peu le, c'est un peu le bombardage pour des durées très variables selon les ressources qu'il a et le temps qu'il a à perdre sur vous, entre guillemets. Comment fait-on pour se protéger? Globalement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails et ni dans les détails de notre offre. Là, n'hésitez pas à contacter votre équipe de compte et l'équipe Libre Noire. On sera un plaisir de vous présenter ce qu'on peut offrir à nos clients Internet. Mais globalement, vous avez 3 façons de vous protéger. Une première catégorie qui est un peu historique, qui maintenant n'est plus vraiment au goût du jour, en tout cas pas utilisée toute seule, c'est d'ajouter une plateforme de filtrage et de nettoyage du trafic, donc ce qu'on appelle une plateforme de scrubbing, chez vous, dans votre data center. Donc, directement après vos connexions Internet, vous allez analyser tout le trafic et puis cet engin-là, il a la capacité et l'intelligence de détecter du trafic qui semble être du trafic DDoS versus du trafic légitime. Il va se baser sur l'analyse comportementale, il va se baser sur des signatures et des volumes de trafic anormaux parce qu'il est connecté à une base de données qui permet d'avoir des signatures d'attaque DDoS connues à l'heure actuelle.
Le problème, quand vous le faites comme ça chez vous, c'est que vous êtes limité par votre capacité Internet. Donc, rapidement, si vous pensez que les attaques moyennes en 2020, c'est 25 gigabits par seconde, rapidement, ni votre connexion Internet, ni cet engin-là de scrubbing sont capables de scaler pour aller éplucher ce trafic-là. Et c'est toujours une course de chat et la souris. Et cette course-là est difficile pour un fournisseur nuagique et pour un fournisseur Internet. Donc, elle est rendue impossible, je dirais, pour une entreprise lambda. Donc, souvent, actuellement, ce type de solution, on va le voir encore, mais en complément d'une autre solution qui va être mise en amont. Donc, ça va être comme la dernière ligne de défense pour un filtrage plus fin du DDoS parce qu'on a un autre mécanisme de protection en amont. Donc, souvent, maintenant, tout ce qui est on-prem, on va le voir dans les setups très avancés de DDoS, sinon, ce n'est plus une solution envisagée. Deuxième catégorie, on peut utiliser le même genre de setup, sauf que ça va être fait en amont à un volume beaucoup plus important directement chez le fournisseur Internet, ce qu'on appelle du scrubbing inline. Donc là, le fournisseur Internet, comme FibreNoir, vous alimente en Internet, puis vous propose aussi de vous passer à travers sa plateforme de protection DDoS. Ça vous permet que ça soit géré en amont à une capacité qui est beaucoup plus importante que ce que vous pourriez faire chez vous, avec une équipe aussi qui a l'expertise de gérer ce type d'outils et de réagir à ce type d'attaque de façon cohérente. Et puis, ça va vous permettre de scaler à travers le temps, sans aucun détour de votre trafic Internet, puisque c'est inline. Donc, ça ne va pas ajouter de latence ou de complexité de redirection de trafic quelconque, puisque ça se passe dans votre écosystème Internet naturel. Troisième catégorie, l'idée, c'est de se dire, j'ai un trafic Internet. Souvent, la troisième catégorie, on va le regarder, on va le voir sur des réseaux publics Internet d'envergure qui utilisent du CDN, donc des écosystèmes de serveurs assez géorépartis sur le net. On va dire, ben là, je veux protéger uniformément ces ressources-là contre des attaques DDoS. Je suis réparti à travers le monde, à travers l'Amérique du Nord, à travers différents fournisseurs Internet. Je vais utiliser une solution nuagique. Souvent, cette solution nuagique, ce qu'elle va demander, c'est que le trafic, il y a un monitoring qui se fasse sur le trafic qui va vers ces serveurs-là. Imaginons, je sais pas, Netflix. Et en cas d'attaque détectée, on va rediriger tout ce trafic-là vers des engins de scrubbing hébergés chez les fournisseurs nuagiques géorépartis. Donc, on va rediriger le trafic et faire prendre un détour. Donc, il y a une complexité souvent au niveau BGP ou DNS pour faire arriver ça, puis surtout une latence de traitement. Mais en même temps, on protège de façon uniforme tout notre écosystème. Et puis, on va rediriger le trafic uniquement en cas d'attaque dans la plupart des cas. Au niveau des coûts de ces solutions, ça va pas mal avec l'ordre. Les solutions nuagiques sont les plus dispendieuses souvent, mais souvent elles sont intéressantes sur des empreintes très, très dispersées. Les solutions chez les fournisseurs Internet, ça va dépendre du type de solution. Chez FibreNord, on a 3 niveaux de protection. Le premier niveau, je dirais, peut être considéré quand même comme assez abordable. Le dernier niveau, rapidement, la protection des DOS peut prévoir un budget à peu près équivalent à votre connectivité Internet. Puis les solutions hébergées chez vous, comme je vous le disais, c'est plus vraiment au goût du jour. Je vais conclure, on dépasse très très légèrement, mais je ne vais pas passer ce slide. Un petit élément technique pour les gens de réseau sur la ligne qui sont familiers avec le protocole BGP, donc protocole très utilisé, le protocole numéro 1 de l'Internet pour faire que ça marche, être capable de router des paquets IP entre toutes les gens connectés sur Internet. Et il y a un petit feature qui s'appelle BGP FlowSpec. Ça qui est très intéressant dans le monde de la protection des DOS, surtout dans le monde de la protection des DOS chez les fournisseurs Internet, donc la solution 2 qu'on voyait, du scrubbing inline. Chez FibreNord, par exemple, c'est quelque chose qu'on a implémenté. Ça, ce que ça permet de faire, c'est d'aller bloquer toute une partie du trafic sur un réseau comme celui d'un fournisseur Internet avant de le passer dans un engin de scrubbing et le nettoyer. Donc, imaginons, vous avez un tas de trafic Internet, puis là, boum, une attaque des DOS survient. Vous avez un engin de détection qui va dire là, j'ai des patterns qui matchent, du DDoS, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, le but, avant de commencer à nettoyer ce trafic-là, il y a déjà toute une portion de trafic qui est totalement illégitime. Imaginons que je reçois des pics de 50 gigabits par seconde. Je suis capable de classifier certains types de protocoles, de ports, d'adresses IP, sources, que je sais sont des problèmes. Et ça, je vais utiliser ce protocole BGP FlowSpec pour aller bloquer dynamiquement tout mon réseau. Dès que ça rentre sur mon réseau, je vais aller tuer ces paquets-là, les bloquer avant d'aller les filtrer.
Ça, ce que ça permet, c'est de tuer le paquet, le trafic des DOS à l'entrée du réseau du fournisseur Internet. Ça permet donc d'avoir une capacité après de traitement qui peut être énormissime, puisqu'on aura évité de paralyser des engins comme du scrubbing et tout avec plein de trafic qui est facile à éliminer avant. Puis on va laisser le filtrage plus granulaire se faire sur le scrubber. Et dans le futur, ce qui est espéré, c'est que BGP Flowspec peut aussi marcher entre fournisseurs Internet. Alors, c'est pas simple, mais idéalement, ce message-là de se dire tel trafic est illégitime et il faut le tuer pourrait être remonté au fournisseur le plus proche de la source possible à partir du moment où les fournisseurs ont un degré de confiance entre eux. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais c'est un peu l'intention de cette chose-là dans le monde du DDoS. Donc, c'est très intéressant. C'est une bonne question, je dirais, à poser si vous regardez le type de solution numéro 2 avec une solution fournie par votre fournisseur Internet pour vous protéger du DDoS. Est-ce qu'il utilise ce genre de technologie? Ça conclut la présentation. Excusez-moi pour les quelques minutes de dépassement. Merci beaucoup, Frédéric, pour la présentation. J'ai trouvé ça super pertinent, très, très, très informatif. Donc, merci beaucoup. J'ai vu dans le chat quelques questions. Je voulais juste vous dire que, vu le temps, en fait, on va les prendre en note et on va vous répondre suite au webinaire. Donc, vos questions ne resteront pas non répondues. J'en profite aussi pour vous dire, évidemment, là, on a eu une session très informative sur les attaques des DOS. Si vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus sur le type d'offre de service que Fibre Noire Vidéotron peut vous offrir, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter, contacter votre directeur de compte pour avoir des discussions un peu plus approfondies.